pas trop beaucoup. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Aujourd'hui, on parle de Vendredi 13 de 1980 réalisé par Sean Cunningham. En 1978 sort dans les salles obscures le classique culte Halloween, la nuit des masques, réalisé par John Carpenter. Le film met en scène le célèbre tueur masqué Michael Myers, à ne pas confondre avec Mike Myers. Ça n'a vraiment rien à voir. Même si on peut remonter un peu plus loin dans le temps pour trouver d'autres exemples, c'est bien ce film qui va marquer le début d'un nouveau genre de l'horreur, le slasher. Le slasher, c'est un sous-genre horrifique qui se caractérise par une bande de personnages inintéressants, très souvent des ados, qui vont se faire décimer un à un par un méchant, très souvent un méchant masqué. Parmi les figures cultes du slasher, on retrouve des personnages comme Freddy Krueger, Michael Myers, Chucky, Ghostface et Jason Voorhees pour les plus connus. Vous noterez que je vous ai parlé des méchants célèbres et non de leurs films. Il faut bien comprendre que le genre du slasher est un genre porté par ces méchants. Sans eux, leurs films n'auraient aucune raison d'être. Quand on allait au ciné, on allait voir Freddy, pas les griffes de la nuit, une sorte de star system de l'horreur. Le genre du slasher est donc très iconisé et, en un peu plus d'une dizaine d'années, s'est fait une place importante dans la pop culture. Si le Halloween de 1978 fait émerger le genre, le Vendredi 13 de 1980 va l'affirmer et en donner la recette par excellence. Bien, maintenant on part à la rencontre de Jason Voorhees et du camp de Crystal Lake. Le film commence en pleine nuit, dans un camp de vacances en forêt, quand soudain, deux moniteurs décident d'aller copuler joyeusement dans le grenier. Un grenier infesté de grillons d'ailleurs, écoutez bien. On a alors un plan en vue subjective. Ça veut dire qu'on est dans le regard d'un personnage. On comprend que quelqu'un monte au grenier à la rencontre de nos joyeux forniqueurs. On aurait pu croire que c'était pour s'amuser à trois, mais notre individu mystère va sobrement tuer les deux moniteurs malgré la technique de défense de la monitrice, le lancer de carton. Complètement con! Tu es bête ou quoi? La sélection naturelle fait bien les choses. On a alors droit à la meilleure transition et à la meilleure apparition de titre de tous les temps. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. L'histoire peut maintenant commencer par une séquence inutilement longue et mal foutue. On est à 8 minutes de film, c'est déjà nul. Et ne venez pas me dire que c'est contemplatif, hein. Non, ça c'est du remplissage. Bien, Annie, c'est son nom, Je m'appelle Annie. veut aller au camp de vacances et va s'y faire emmener par un mec qu'elle rencontre au pub. Mais avant qu'il n'arrive au camion du gars, on va faire la rencontre de Ralph, un nouveau personnage qui attend patiemment sur le côté du cadre. Ok Ralph, c'est bientôt ton tour. Maintenant. Coucou, Ralph, c'est le personnage cliché du fou tu veux voir ma bite? qui vous dit de ne pas aller à tel endroit où vous allez mourir. C'est long. Bref, les deux embarquent et le camionneur se fait plaisir. Gros dégueulasse! On remarque alors qu'Annie ne sait pas jouer. Repartez tout de suite! Repartir? Mais je vois pas pourquoi. Repartir? Mais je vois pas pourquoi. And the Oscar goes to... Repartir? Mais je vois pas pourquoi. C'est long. On va alors rencontrer trois nouveaux personnages qu'on va surnommer Débile, Truc et Bacon. Alors pourquoi Bacon? C'est tout simplement parce qu'il est joué par Kevin Bacon. Tous trois se rendent eux aussi au camp. Ce morceau de country est complètement hors sujet. Et on découvre alors deux nouveaux personnages inintéressants. Ouh, ça c'est moche. On va les surnommer Coupe de merde et Guy. Guy, c'est parce que mon grand-père du même nom avait la même moustache. Guy a d'ailleurs volé les chaussettes du Père Noël. Guy et Coupe de merde vont alors poser des clous. J'ai aucune idée de ce que je fous là! C'est sûr que c'est très important de poser des clous. C'est long! Et tu es très belle. Alerte prédateur. Et on rencontre alors un autre personnage qu'on va appeler On s'en branle. Guy va alors se casser du camp. Non, les crocodiles, c'est sous les lits qui crapahutent. Mais qui a écrit ces dialogues franchement? Bref, Annie, qui a changé de chauffeur, raconte sa vie. Sauf qu'elle est montée dans la voiture du méchant. S'ensuit une scène de course-poursuite complètement pourrie et Annie se fait tuer. Les effets spéciaux sont d'ailleurs plutôt réussis. Ça fait un bon point pour le film. Si au moins on pouvait voir Jason histoire d'avoir un peu plus d'intérêt, hein. Tous les moniteurs vont maintenant se baigner. Arrêtez avec le remplissage, s'il vous plaît. La vitamine
vitamine C, c'est fait pour guérir. Pourquoi vous parlez de vitamine C? En plus, la vitamine liée à la lumière du soleil, c'est la vitamine D. Et j'ai omis de préciser qu'il restait une dernière monitrice qu'on va appeler Blondasse. Bref, comme le film n'a visiblement rien à raconter, Pour l'érection, Trop dégueulasse. Ma bite? Débile va faire semblant de se noyer, ce qui va nous permettre d'assister à la plus grande scène de cinéma de tous les temps, j'insiste. Après cette scène passionnante, Coupe de Merde va rentrer dans son chalet pour se changer, mais va tomber nez à nez avec un serpent en plastique. Je suis un serpent. Elle appelle alors On s'en branle qui se ramène avec une machette. Et là je commence à comprendre. La machette, c'est l'arme culte de Jason. C'est comme ça qu'il va la récupérer. Vas-y le film, fais-nous rêver, prends ton envol. Je le vois, il est là. C'est long et c'est nul. C'est nul! Jason, tu l'évites s'il te plaît. On va d'ailleurs apprendre une nouvelle technique. Après la technique des cartons, la technique du coussin. Oui, bref, On s'en branle va finir par tuer le serpent. Comment je l'ai bien baisé. Et est-ce que le film peut raconter quelque chose maintenant? Notre petit groupe se fait alors interpeller par le policier le moins crédible du monde. Non mais, fais un effort pour ton casque. Mets-le correctement s'il te plaît. Parce que, à part être maître Ki-Adi-Mundi dans Star Wars, je vois pas pourquoi tu rentres pas ta tête dans ce casque. Le policier cherche Ralph, le fou du début, parce que oui, le film essaye vainement de nous faire croire que Ralph est le tueur. Le policier finit par repartir dans un plan inutilement long, et pour rallonger encore plus, ils ont même eu l'idée de lui faire un demi-tour. Je ne sais pas conduire. Le flic enfin parti, Coupe de Merde va tomber sur Ralph, Coucou. qui visiblement se cachait dans le placard à conserve. And the Oscar goes to... Ça s'appelle un contre-jour, les enfants. Et c'est une erreur de débutant. C'est long, putain! C'est pas possible, ça! Non mais, reviens pas dessus! Maintenant, les moniteurs font à manger et vont réparer un générateur. On va faire avance rapide, hein, je pense. Débile va se promener et aperçoit quelqu'un dans le chalet. Il décide alors d'y entrer. Vas-y Jason, c'est ton moment. Ah non, le film préfère passer à autre chose. Sérieusement, ils vont nous faire croire qu'il y a un orage là? Pas de pluie, il y a 2 minutes le ciel est complètement normal et surtout, ce flash, ultra crédible. Sarcasme. En tout cas, l'orage est une bonne excuse pour que Bacon et Truc aillent s'abriter au chalet et prendre un café. Non, je déconne, ils vont copuler dans une scène de sexe complètement gratuite et inutile. le sexe. Pour l'érection, Oh, le film prévient avant de nous montrer le jambon blanc de Bacon, s'il te plaît. C'est là qu'on s'aperçoit que Débile est mort et que son cadavre est dans le lit juste au-dessus. Adieu Débile, tu nous manqueras. Truc va aller pisser et laisser Bacon seul. Il va alors se faire embrocher par un pic. Et on peut dire que notre méchant fait une brochette de bacon? Kevin Bacon? Non? Ok. Truc, qui est arrivé aux toilettes, va se faire tuer après une partie de cache-cache et un des seuls bons plans du film. Par contre, notre Jason, hein, il est doué pour jouer à cache-cache, mais il ne veut pas se montrer. Hein. Je veux le voir, s'il vous plaît. Au moins, il se passe un peu des choses, parce que c'est pas les 3 autres et leur partie interminable de strip poker qui vont nous passionner. D'ailleurs, Blondasse se rappelle qu'elle a laissé ses fenêtres ouvertes, et pour rappel, il y a un orage. Elle décide donc de sortir pour les fermer. En toute logique, elle se rhabille et met son impermé. Je connaissais pas ça, kawaii culotte, Bon, je ne juge pas, hein. Blondasse arrive alors à son chalet pour fermer les feux. Ah non, elle va se brosser les dents. Au moins, elle n'aura pas volé son surnom. Blondasse finit par rentrer à son chalet, et c'est là qu'on va entendre quelque chose d'intriguant. Blondasse sort dehors pour trouver la personne qui appelle à l'aide, mais se retrouve devant les cibles du tir à l'arc du camp. Allez Jason, montre-toi! Et non, elle meurt hors champ. Évidemment. On retrouve alors Coupe de Merde qui se fait chier. Et là pour le coup, le réalisateur nous transmet vraiment les émotions des personnages, puisque nous aussi, on se fait bien chier. Coupe de Merde et On s'en branle commence à comprendre qu'il se passe quelque chose dans le camp et décide de faire un tour pour trouver les autres moniteurs. Après une interminable balade dans le camp, c'est long, on retrouve notre cher Georgie, qui rentre au camp. Oh, qui est là? Ah, bonsoir. Cet enchaînement me fait beaucoup rire. Alors je suis peut-être le seul, mais moi ça me fait rire. Et puis bon, hein, quitte à me faire chier, le film peut quand même un peu me faire rire. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Allez Baptiste, allume-la ta torche. Mais t'es pas net, non?
Oui, évidemment, il faut aussi allumer la deuxième, bien sûr. Remplissage. On a d'ailleurs droit à la meilleure transition de l'histoire du cinéma, la transition I. Allez, on se la remet. Encore une fois. Encore. On ne s'en lasse pas, hein. On a aussi le droit à la meilleure scène du film. C'est important de faire son café, hein. C'est sûr. Et c'est intéressant. C'est long. On salue le génie qui a écrit cette ligne de texte. Ta gueule! Coupe de merde va tomber sur le cadavre de On s'en branle. Dans la bite. Qui lui aussi est visiblement mort en hors-champ. Décidément, entre les morts et le méchant, ils aiment bien le hors-champ dans ce film, hein. Même son scénario est en hors-champ. Coupe de merde va alors se barricader dans un chalet au lieu de se barrer dans les bois. Et par se barricader, je veux dire empiler des chaises devant la porte dans un plan interminable de remplissage. C'est bon. Elle va alors tomber sur le cadavre de Blondasse et décide de quitter le chalet en, au passage, perdant sa veste à cause du four. Nul à chier. Elle aperçoit dehors une voiture et décide d'aller à la rencontre de sa conductrice. Mamie nous explique alors qu'il y a longtemps, un petit garçon s'était noyé dans le lac, parce que les moniteurs copulaient au lieu de surveiller les enfants. Il s'appelait Jackie. Ah. On oublie tous Jason, il s'appelle Jackie. Mamie nous apprend alors que Jackie, était son fils, et l'on comprend alors que c'est elle qui a tué tout le monde. Donc, depuis le début, Jason, c'était pas prévu pour ce film. Pas grave, Jackie, ce sera pour une prochaine fois. Quitte à choisir entre les deux, un choix vite fait, hein. Mamie veut alors tuer Coupe de merde, ce qui va nous donner le combat final le plus pourri, mou, chiant et long qui m'a été donné de voir. Coucou. Tout ça pour être mis KO par une poêle. Paye ton méchant, le film. Paye-le. Sauf que ça n'est pas fini. On a encore le droit à un dernier affrontement au bord du lac qui va enfin se finir par la mort de Mamie. Et puis Coupe de merde va sur le lac à bord d'une barque et Jason Jackie sort du lac. Et on ne sait pas si c'était un rêve ou non. Fin. On l'a vu finalement notre Jason. C'est bien, hein? Vous êtes content? Et voilà, c'était Vendredi 13 de 1980 et c'était vraiment de la merde. En réalité, si ce film est culte, ça n'est pas par sa qualité ni pour son personnage de Jason qui est absent du film, mais simplement parce qu'il est le premier d'une franchise culte de 12 films. Et on m'a toujours dit de garder le meilleur pour la fin, donc on commence par le meilleur du film. Le film a quelques bons points. Les effets spéciaux, quand ils sont présents, sont bien foutus et bien gore pour l'époque. La musique du générique d'intro est sympa, et je parle bien juste de cette musique, pas de la musique country pourrie du début du film. La caméra subjective est une bonne idée et permet vraiment de faire ressentir la présence de notre méchante mamie tueuse. Un dernier point vraiment appréciable, et pour le coup génial, c'est le leitmotiv. Ce son récurrent lorsque la tueuse est dans les parages. En plus de souligner la présence de la tueuse, le son est assez angoissant et très reconnaissable, donnant un côté unique à ce Vendredi 13. Juste ce petit son, oui. On peut aussi noter un twist très surprenant, personne ne s'attendant à une grand-mère comme tueuse. Cette qualité nous amène directement à un défaut, puisque même si cela est surprenant, c'est aussi décevant. Parmi les grands méchants des films d'horreur, vous avez Freddy, Michael, Leatherface, même Pinhead, et vous avez Pamela. Oui, c'est vraiment son nom. Enfin bon, Bestie Palmer, l'actrice qui joue Mamie Pamela, est la seule actrice un minimum convaincante. Les autres jouent très mal. Le jeu d'acteur n'est d'ailleurs pas la seule chose très mal du film. C'est très mal écrit, très mal filmé, très mal réalisé, très mal rythmé. En fait, Vendredi 13 1980, c'est très mal. Il n'y a pas de meilleur qualificatif. Enfin, on n'oubliera pas les nombreux plans interminables et les scènes inutilement longues, voire simplement inutiles, si bien qu'en queutant tout ce qui sert de remplissage dans ce film, on se retrouve avec un court-métrage de 25 minutes. Du coup, je voulais vous faire un cadeau, je vous ai fait une version du film dans laquelle j'ai coupé tout ce qui était inutile. Vous avez bien aimé ? Oh, you touch my tra-la-la.